Salut à tous, c'est Politique. Vous êtes en train de me regarder sur un téléphone là, non? Vérifiez quand même que la caméra frontale n'est pas active. Non, je déconne, c'est pas comme si à tout moment le gouvernement américain pouvait l'activer pour vous espionner. Voilà ce que nous a appris Edward Snowden, un lanceur d'alerte américain et soit dit en passant, l'un des hommes les plus recherchés des États-Unis. Tout commence en 2004 lorsque Snowden s'engage dans l'armée parce qu'il a l'intention de faire la guerre en Irak. Mais bon, pas de chance, un jour il se casse les deux jambes et comme vous en doutez, faire l'armée avec deux jambes cassées c'est un peu compliqué. Et comme c'est quelqu'un de très patriote, il va quand même s'engager mais ça va être dans la NSA. En fait il s'avère que ça a été même un bon choix pour lui puisque c'est un peu un petit génie dans la NSA. Il va très vite monter les échelons et il va avoir un petit poste plutôt tranquille en Suisse. Sauf que là-bas, il va se rendre compte que la NSA elle a des méthodes qui sont absolument pas du tout éthiques et même plus que ça, complètement illégales. Un petit exemple sympa, un banquier avait des informations qui intéressaient la NSA, mais évidemment, il voulait pas les dévoiler. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont rencontré dans un bar, ils l'ont fait boire de l'alcool, beaucoup d'alcool, et une fois qu'ils se rendaient compte qu'il pouvait quasiment plus marcher, ils lui ont proposé de conduire en lui donnant leur clé de la voiture du banquier. Le but quand même c'était pas de tuer le banquier, même si apparemment la NSA avait déjà eu recours à des meurtres, mais simplement d'appeler la police pour les prévenir que quelqu'un conduisait une voiture en étant totalement ivre. Et une fois arrêté par la police, la NSA va proposer son aide au banquier en échange de quelques informations. Là-bas, il avait un train de vie quand même assez confortable, puisqu'il se faisait quasiment 200 000 $ par an. Et il y avait un petit décalage entre ses valeurs et ce qu'il s'imaginait du métier et la réalité de ce que c'était que de travailler à la NSA. Parce que chaque jour, il découvrait de nouvelles méthodes encore plus illégales les unes que les autres. Notamment une petite technologie qui permettait d'activer la caméra d'une personne à n'importe où dans le monde sans qu'elle soit au courant. Normalement, vous savez, si une caméra s'active, il y a le petit voyant. Mais là, même pas besoin. Et le pire, c'est que cette caméra pouvait être active même si l'ordinateur avait été éteint. Cette pratique a fait un peu froid dans le dos quand même, puisque là, ça viole totalement les droits des Américains, mais aussi des Français et de plein d'autres citoyens un peu partout dans le monde. Et oui, les États-Unis s'en prenaient également à leurs alliés. Par exemple, ça avait été le cas avec le Japon, dans lequel ils avaient posé plein de logiciels dormants, dans les hôpitaux, dans les barrages ou dans les réseaux électriques. Comme ça, si un jour les Japon n'étaient plus l'allié des États-Unis, ils avaient la possibilité totalement d'immobiliser le pays en seulement quelques clics. Mais comment ça se fait que la NSA puisse utiliser toutes ces technologies, et ça sans être embêté par les politiques américains? Pour ça, il faut faire un tout petit peu d'histoire, mais promis, on va pas très loin. Le 11 septembre 2001, j'imagine que vous êtes au courant, mais Al-Qaïda frappe les États-Unis, en plein cœur en plus des États-Unis, avec notamment les deux tours jumelles, et les Américains ils vont avoir envie d'une justice et d'un sentiment de revanche pour tous les Américains qui sont morts ce jour-là. Le président de l'époque, donc George Bush, va à ce moment-là annoncer la guerre contre le terrorisme. Et pour mener à bien cette guerre, qu'il a l'intention de gagner, il va donner de nouveaux droits à la NSA, notamment le droit d'espionner un peu n'importe qui. Enfin, pas vraiment, de base, normalement, c'était seulement pour les personnes qui avaient un lien avec le terrorisme, mais très rapidement, il y a eu de nombreuses dérives. Snowden se disait que le problème venait probablement de Bush, et que c'est pour ça qu'il n'avait pas encore dévoilé les informations. Il avait même beaucoup de confiance en Barack Obama, qui lors de discours disait qu'il était contre la collecte d'informations massives. Mais en 2008, Barack Obama est élu, et absolument rien ne change. La goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est quand l'une des personnes les plus importantes de la NSA va annoncer publiquement qu'il n'y a absolument aucun espionnage sur le territoire américain. Là, il se rend compte que c'est grave, parce que non seulement le gouvernement ment à sa population, mais pire que ça, en fait, parce qu'en plus de lui mentir, il espionne également. Va donc décider de contacter Laura Poitras, qui est une documentaliste assez connue, puisqu'elle avait déjà réalisé un documentaire sur les pratiques de la NSA, mais aussi Glenn Greenwald, qui est un journaliste du Guardian. Ils vont donc se rencontrer dans un hôtel à Hong Kong, où Snowden va prendre toutes les précautions nécessaires, c'est-à-dire les téléphones dans le micro-ondes ou dans le frigo, les coussins sur les murs pour être sûr que personne n'écoute, vérifie que personne ne les a suivis, bref, la totale. Mais il fait pas ça pour rien, en fait il a des raisons de le faire. Car en révélant toutes ces informations, au mieux il risque la prison à vie, au pire, c'est la peine de mort. Bradley Manning, c'est aussi un lanceur américain qui avait divulgué des informations sur le gouvernement américain. Il avait été arrêté et placé dans des conditions absolument horribles et inhumaines. Il avait été torturé psychologiquement et l'ONU avait même qualifié ces conditions d'absolument inhumaines, cruelle et dégradante. Il a bien conscience qu'il court un véritable danger, que toutes les personnes qui s'associent avec lui également. Mais bon, ça n'empêche pas Laura et Greenwald de travailler ensemble et de bouleverser le monde depuis leur chambre d'hôtel. Le 6 juin 2013, c'est le premier jour d'une longue série d'articles sur les pratiques de la NSA mais aussi du FBI. Je dis bien le premier jour, puisqu'en fait ça va s'étaler sur plusieurs semaines.
Il faut bien comprendre qu'il y avait beaucoup d'informations et que pour le traiter, lire, écrire l'article, tout ça, ça demandait beaucoup de jours. Et un seul article n'aurait pas suffi à tout expliquer. Bon, vous en doutez, le gouvernement américain était un peu comme une bombe quand ils ont appris que c'était Snowden qui avait partagé les informations. Ils l'ont appris un peu de temps après parce que des premiers jours, Snowden avait choisi de ne pas divulguer son identité. Bref, quand il a montré sa tête et qu'il a donné son identité, les États-Unis l'ont accusé d'espionnage. Après tout, c'est une bonne question, elle est légitime. Est-ce que Edward Snowden est-il tout simplement pas un espion? Mais en fait, il semblerait que non, puisqu'il ne travaille ni pour la Russie ni pour la Chine. Il voulait simplement que le monde entier sache que les États-Unis pouvaient à n'importe quel moment les espionner. Et surtout, comme il le dit lui-même, en fait, il n'a pas divulgué d'informations sur un cas précis ou une personne précise, mais simplement sur la façon dont la NSA collecte les données. Bref, qu'il soit un espion ou non, dans tous les cas, il est très recherché par les États-Unis. Il vaut mieux pour lui qu'il parte de Hong Kong, car il n'est pas du tout en sécurité là-bas. Mais il a besoin d'aide parce qu'il est seul face aux États-Unis, et ça c'est pas de tout repos, donc il va contacter Wikileaks. C'est une organisation où il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui divulguent beaucoup de documents sur diverses choses. Wikileaks vont l'aider financièrement, notamment en lui payant les hôtels ou encore les billets d'avion, mais surtout en lui envoyant une journaliste, Sarah Harrison, qui va l'aider pendant cette chasse à l'homme. À Hong Kong, le gouvernement il est un peu pris au piège, parce que d'un côté il y a les États-Unis qui mettent une très forte pression, mais de l'autre, il y a aussi les Hongkongais qui veulent protéger Edward Snowden parce qu'ils le considèrent un peu comme un héros, ce lanceur d'alerte. Du coup, le gouvernement hongkongais va un peu jouer la montre et Edward Snowden va en profiter pour pouvoir partir direction la Russie. Une fois arrivé dans la zone de transit, de nouveaux problèmes vont arriver parce que le FSB, donc le service de renseignement russe, va essayer de recruter Edward Snowden. En fait, ils vont lui proposer un asile politique, donc c'est le fait de pouvoir vivre dans un pays en échange d'informations précises sur les États-Unis. Edward Snowden, il n'a pas l'intention de trahir les États-Unis, donc il va refuser cette offre, mais ça va pas plaire à Poutine qui va à ce moment-là lui refuser l'asile politique. Edward et Sarah vont donc rester dans la zone de transit pendant quasiment un mois dans une pièce avec ni douche ni fenêtre, on dirait quasiment moi à la sortie de GTA V. Mais le fait que Snowden soit dans la zone de transit, en fait ça arrange pas du tout la Russie parce que encore une fois les États-Unis vont mettre la pression et ça va même quasiment créer une crise diplomatique. Il va donc multiplier les demandes d'asile politique un peu partout dans le monde, notamment en Europe, et tout le monde va lui répondre négativement, notamment la France de François Hollande, qui ne voulait pas l'accepter, encore une fois, toujours pour les mêmes raisons, la pression des États-Unis. François Hollande il va condamner verbalement les États-Unis. Le 19 septembre 2013, dans le journal Libération, de nombreuses personnalités vont interpeller le gouvernement sur le plus gros scandale des libertés et des droits de l'homme au XXIe siècle. Ils vont demander que la France punisse fermement cet acte, mais bon, dans les faits, la France n'aura pas fait vraiment grand-chose à l'encontre des États-Unis. Pourtant, je rappelle que des Français étaient tellement écoutés par la NSA, notamment des salariés de grandes entreprises nationales. D'ailleurs, quand Macron est devenu président, Snowden avait refait une demande d'asile qui avait été refusée, encore une fois, mais il y avait des personnalités politiques qui approuvaient cette demande, notamment Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Nicole Belloubet qui était à l'époque la ministre de la Justice. Bref, revenons à notre Snowden qui est toujours dans sa zone de transit. Après un mois, le Venezuela et la Bolivie lui offrent l'asile politique. Et le hasard des choses a fait que le président de Bolivie devait aller en Russie pour une question de pétrole. Et une fois que la conférence était terminée, il est reparti chez lui, donc c'est-à-dire en Bolivie. Mais bon, le problème c'est que le FBI et les États-Unis étaient persuadés que Snowden était caché dans l'avion présidentiel. Ils ont donc contacté la France et d'autres pays pour qu'ils refusent d'accès à l'avion de traverser leur territoire. Comme ça forçait l'avion à devoir se poser. Pire que ça encore, en fait, quand l'avion aura atterri, la police va même rentrer dans l'avion présidentiel, alors que je répète, encore une fois, c'est interdit. Mais bon, Edward Snowden il n'était pas du tout dans cet avion, en fait, lui était toujours en Russie, dans sa zone de transit. Cette opération, ça va créer un véritable scandale politique, la Bolivie va porter plainte à l'ONU, et il va y avoir de nombreuses manifestations en Amérique latine, notamment en Bolivie, contre le gouvernement de France et évidemment le gouvernement des États-Unis. Mais bon, paradoxalement, en fait, cette affaire, ça va arranger Edward Snowden, puisque la Russie va accepter son asile politique suite à cette opération. Depuis, il n'a pas bougé de Russie, en fait, il y est toujours. C'est pas forcément par choix, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres grandes puissances qui ont accepté ces demandes d'asile politique. Aujourd'hui, il fait de nombreuses conférences en ligne sur les dangers de la NSA et du FBI, parce que selon lui, ce dispositif qui avait été mis en place pour lutter contre le terrorisme a servi à déjouer 0 attentat. C'est pas du tout l'avis du directeur de la CIA, qui avait même dit après les attentats de 2015 à Paris, que Edward Snowden avait du sang sur les mains. Des propos absolument horribles qui avaient été dénoncés par le New York Times. Depuis la fuite des documents de Snowden, l'Union européenne a adopté de nombreuses lois pour protéger sa sécurité numérique. Il y a également une loi en Amérique qui annonçait qu'il n'y avait plus d'espionnage sur le sol américain,
mais qu'il y avait quand même des collectes de données, mais que pour avoir accès à ces données, il fallait un tribunal spécialisé, donc que ce serait plus compliqué qu'avant. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, puisque c'est ce qui m'aide de plus, à aimer, à commenter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.